J'ai créé une marque de thé, donc AMT. J'ai acheté ma marque, donc elle est à moi. Et en fait, j'avais un associé. Et en fait, en pleine montée, je suis tombée, quoi. Parce qu'il m'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Alors qu'on ne s'est pas disputé, il n'y a pas eu de conflit, rien du tout. Plus de nouvelles, il a changé de numéro de téléphone, il a arrêté d'envoyer les commandes. Donc il y avait des personnes qui avaient acheté, qui n'ont jamais reçu leur colis. Donc en fait, on vendait quelque chose qu'on n'avait pas le droit de vendre. Je parle de tromperie, je parle de vol d'argent, je parle de tout ce qu'on a pu vivre venant d'une personne qui a un caractère assez spécial. J'ai déposé déjà des plaintes à l'époque pour certaines choses comme de la violence conjugale morale. J'ai porté plainte pour atteinte à intimité pour les mises sur écoute dont on avait parlé. Bonjour Alicia Mahé. Coucou, ça va Sam? Bah oui, ça fait plaisir de te voir. Je suis contente d'être revenue ici. Bah oui, on s'était vu il y a quoi? Il y a 1 an et demi à peu près? C'est ça, ouais, 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, t'étais dans toute une histoire, tu sortais de Mariée au premier regard depuis quelques temps, Oui. parce qu'on se souvient tous que tu t'étais unie à Bruno dans Mariée au premier regard, et votre couple, votre histoire d'amour par la suite, elle était rapidement devenue un cauchemar parce que tu avais appris qu'il avait des relations extra-conjugales. On en avait parlé justement dans cette interview, et même avant d'annoncer votre rupture en 2023, il entamait déjà une relation avec une de tes amies qui était aussi participante au programme qui s'appelle Jennifer. Comment ça va depuis? Jennifer et moi, on a discuté ensemble juste après qu'elle se soit séparée avec cet homme, dont je ne dirai plus le nom. Et elle m'a dit, t'avais raison et je suis vraiment désolée. Et j'ai senti vraiment son pardon qui était très honnête. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Donc j'ai accepté de discuter avec elle et nos échanges, en fait, nous ont fait du bien à chacune. On a pu se raconter vraiment ce qu'on avait vécu l'une et l'autre. Et on a pu, entre guillemets, se soutenir entre femmes blessées. Donc ça nous a fait vraiment du bien et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de discuter avec elle. Comment on se soutient, comme tu dis, entre femmes blessées, quand une des femmes blessées était vue à un moment donné comme la femme qui t'avait trahi, comme l'amie qui t'avait trahi? Je l'ai détestée, franchement, je l'ai beaucoup détestée. Elle a eu le cerveau complètement retourné par monsieur. Mais quand elle est revenue vers moi et qu'elle m'a raconté un petit peu tout ce qu'elle avait subi, moi, ce que j'ai pas supporté, c'est qu'elle ait pu vivre ce que j'ai subi. Et moi, ça, je le souhaite à aucune femme. Même une femme que je n'aime pas, je ne le souhaite à personne. Et quand j'ai su qu'elle avait subi la même chose sur un échantillon de 3 mois, ça m'a fait de la peine. Et j'ai voulu la soutenir parce que moi, à ce moment-là, je me sentais pas trop comprise, à part par mes amies, mais elles n'avaient pas vécu ce que j'avais vécu. Tu parles de tromperie? Je parle de tromperie, je parle de vol d'argent, je parle de tout ce qu'on a pu vivre venant d'une personne qui a un caractère assez spécial. Vol d'argent? C'est pas vraiment du vol d'argent, mais c'est le fait de nous prendre de l'argent, d'en profiter pour nous demander de l'argent. Donc nous, on le fait par amour, mais on se rend pas compte de la somme qu'on donne. Mais ça correspondait à des grosses sommes, ce que toi t'avais donné? Alors moi, je sais que le compte bancaire que j'avais en commun avec lui, il se servait beaucoup. Et j'avais plus les codes, donc je m'en étais pas aperçue Oui. à ce point-là. Et c'est des remboursements qui n'ont pas eu lieu, de mon côté. Et du côté de Jennifer, elle, c'était des demandes d'argent, pareil, de son côté, qui n'a jamais remboursé. Et ouais, c'est carrément son père qui avait parlé à monsieur pour lui dire « tu vas rendre l'argent à ma fille ». Donc elle m'avait raconté ça. Mais comment il justifiait ces demandes d'argent quand on est un homme, qu'on est adulte? Moi, j'ai jamais compris pourquoi. La dépense excessive, je pense. La dépense excessive ou les excès? Les deux. Je pense les deux. Vous êtes encore en procédure de divorce? On a divorcé, ça fait 1 an bientôt. Enfin, ça va faire 1 an en mai 2025. Donc, je suis libérée d'un poids. C'était le plus beau jour de ma vie, clairement, le jour du divorce. Ouais, parce que moi j'avais lu que t'expliquais que t'attendais qu'il signe les papiers avec impatience, mais qu'il tardait pour signer les papiers parce qu'il fallait donner plein d'informations personnelles, y compris sur ses revenus, les avis d'imposition, etc. Tu penses que c'est pour ça que c'était si long? Je sais pas. J'aurais jamais l'explication, si ce n'est qu'il voulait juste m'embêter, finalement. T'es sûre de ça? Je pense que c'était ça, le fait de peut-être une flemme de remplir les papiers. Je sais pas ce qui se passait dans sa vie puisque je m'y intéressais pas, mais il y a quelque chose qui a bloqué aussi, c'est qu'il y avait un pax entre Jennifer et Bruno. Et nous, on était mariés.
Et donc ça, c'est interdit. C'était pas légal. Donc ouais, il fallait les dépaxer pour qu'on puisse divorcer. Ah, c'est marrant, ça s'est fait dans ce sens-là. Mm. Il fallait que ça se fasse dans ce sens-là. Oui. Tu avais parlé également d'un avis de saisie administrative pour une somme que tu devais payer l'année dernière, dont tu n'étais pas au courant. Je voulais savoir ce que c'était. Alors, j'ai plein de courriers que j'ai jamais reçus. Et d'après lui, il n'a jamais reçu de courrier chez lui. J'ai eu des avis de saisie administrative par rapport à des factures impayées que j'ai jamais reçues. Et donc, quand j'ai appelé pour savoir où avaient été envoyées ces factures, ça a été envoyé à mon ancienne adresse, donc là où j'habitais avec lui. Et ça m'a été confirmé que ça avait été envoyé là-bas. Mais lui me dit avoir jamais reçu. Donc, mystère et boule de gomme. Moi, je me suis excusée auprès des personnes que je n'ai pas payées et j'ai tout de suite réglé les dettes en m'excusant que voilà, j'ai changé d'adresse et que j'ai divorcé. Et après, tout ça s'est réglé par la suite. Oui, ça a été compris. Oui. Et concernant tes affaires, t'expliquais aussi qu'il gardait un certain nombre de tes affaires. Il y a plein de choses que j'ai pas récupérées et maintenant, j'avance dans ma vie. J'ai plus envie de me battre pour aller récupérer quoi que ce soit. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, que j'ai pas récupérées, mais quand j'ai demandé à les récupérer, elles sont inexistantes chez lui, donc je laisse tomber. Oui, parce que tu avais même dit que tu étais prête à porter plainte. Est-ce que tu l'as fait? J'avais envie de le faire. J'ai déposé déjà des plaintes à l'époque pour certaines choses comme de la violence conjugale morale. J'ai porté plainte pour atteinte à intimité, pour les mises sur écoute dont on avait parlé. Et j'avais envie de porter plainte aussi pour le fait que j'ai jamais reçu mon courrier. Donc ça, c'est interdit. Il doit me le transmettre. Et j'ai finalement laissé tomber parce que j'ai refait ma vie. Et j'ai envie de laisser en fait ce sac de poids derrière moi. J'ai envie d'avancer. J'ai plus envie d'être dans le passé, en fait, clairement, Sam. Violence conjugale, par contre, tu m'en avais pas parlé, j'étais pas au courant. Morale, pas physique. Violence conjugale morale. Morale. D'accord. Ça, c'est le policier qui, quand j'ai porté plainte pour atteinte à intimité, il m'a demandé un peu de tout raconter et il m'a dit « Mais Madame Mahé, il y a de la violence conjugale aussi là-dedans ?» Je dis « Ah bon, vous croyez ?» Il m'a dit « Ah oui, oui. Hein. » Et puis du coup, j'ai porté plainte pour violence conjugale morale. Mmh. En tout cas, tu as mis un post récemment, enfin il y a quelque temps, tu as marqué « Terminé 2024 avec lui, commencer 2025 avec lui ». Tu as trouvé l'amour. Ouais. Tu es heureuse aujourd'hui. C'est la première fois que je tombe amoureuse depuis mariée au premier regard. Et je me souviens que tu pensais que tu rencontrerais plus personne même. Oui, j'ai eu des rencontres, mais j'arrivais pas. Hein. J'avais des blocages et là, j'ai débloqué. Alors, il faut savoir que j'ai fait une séance d'hypnose juste avant de le rencontrer. Peut-être que ça a marché. Je suis allée voir une hypnothérapeute en lui disant « Je comprends pas, hein, je ne tombe pas amoureuse, hein, j'y arrive pas, comment je peux faire ?» Et donc, peut-être que c'est grâce à ça que j'ai débloqué, ou peut-être le fait, dans ma tête, d'avoir été voir quelqu'un. Et je suis tombée amoureuse par la suite. Alors, tu caches son visage sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est une façon de le préserver? C'est lui, peut-être, qui veut pas être exposé? Alors, lui ne veut pas être exposé. Enfin, il sait pas encore s'il veut ou s'il veut pas. Ouais. Il m'en parle, il me dit que peut-être il voudrait bien un jour. Et moi, en même temps, j'ai peur aussi. Parce que avoir vécu la médiatisation de couple, c'est pas facile. Les gens peuvent inventer des vies, les femmes ou les hommes peuvent venir te draguer. Et moi, j'ai pas envie que lui rentre dans ce système-là où toutes les femmes vont venir lui parler, même si je lui fais confiance. J'ai pas envie qu'on vienne lui dire « Ouais, Alicia, elle est comme ci, elle est comme ça ». J'ai pas envie qu'il se fasse influencer. Et moi non plus, je peux pas me faire influencer. J'ai pas envie qu'on me dise « Mais tu sais, lui, il est comme ça, il est comme ci, je l'ai rencontré, il était comme ça ». J'ai pas envie. Nous, on a joué la carte de l'honnêteté entre nous. Il me raconte tout, je lui raconte tout. Et il vaut mieux déjà s'axer sur cette base de confiance-là avant de se mettre vraiment dans la médiatisation ensemble. Peut-être qu'un jour, je le présenterai à ma communauté, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Son prénom, tu le partages? Pas encore. Ah, pas le prénom non plus? J'ai peur qu'on tape sur les réseaux sociaux et qu'on le trouve. Il y a beaucoup d'espions. Aquaweb a déjà trouvé son Insta. Ah ouais? Très vite, hein, très très vite. Je suis partie à Chamonix et il m'a dit « C'est lui ton mec ?» J'ai dit « Mais punaise, mais comment tu fais quoi ?» Et je lui ai dit « S'il te plaît, vraiment, l'affiche pas. » Il m'a dit « D'accord, mais si jamais ça va plus loin que les gens le trouvent, je pourrais rien faire. » Je lui ai dit « Juste pour l'instant, s'il te plaît. » Et il a accepté ma demande. Vous êtes rencontrés comment avec Monsieur X?
À la salle de sport. Ah, donc ça veut dire que c'est un sportif. C'est un grand sportif, ouais. Il doit être bien bâti. J'ai jamais vu un homme aussi bien bâti de ma vie. Ouais. Il est très beau. C'est mon Apollon. Il a quel âge? Mon âge, 31 ans. 31 Je viens d'avoir 32 ans, là. Ok, mais comment on se rend compte dans une salle de sport? Je veux dire, on n'est pas à son avantage, quoi. C'est vrai. C'est des regards et après, des fois, tu peux te parler. Est-ce que je peux utiliser cette machine en même temps? Et puis, on discute et puis après, on va boire un verre. On alterne? C'est ça. C'est ça. Et on est parti boire un verre et c'est là qu'on a commencé vraiment à échanger et voir qu'on avait beaucoup de choses en commun. Mais c'est seulement au bout du 4e rendez-vous hors salle de sport qu'on s'est embrassés. D'accord. On a pris notre temps. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que je crois que c'était le premier depuis un bout de temps. Ouais, j'avais peur. J'avais peur d'auto-saboter, en fait. J'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas tomber amoureuse. Et je ne voulais pas me forcer, mais en même temps, j'avais peur de moi-même. J'avais pas peur de lui, j'avais peur de moi. De quoi? De te laisser aller? De faire confiance? Ouais, c'est ça. Comment refaire confiance après tout ce que tu as vécu, Alicia? C'est pas facile. D'abord, il a fallu que je me fasse confiance, moi d'abord, et être bien dans ma peau à moi, parce que j'ai perdu confiance en moi, comme je t'avais dit il y a 1 an et demi. Et après, il faut faire confiance en l'homme. C'est pas facile de faire confiance en un homme qui est très beau, qui peut attirer beaucoup de monde, mais son caractère a fait que j'ai confiance en lui aujourd'hui. Il t'avait vu dans Marié au premier regard? C'est sa came, ce genre d'émission? Non, il me connaissait pas. Et d'ailleurs, je lui ai pas dit au début. Je lui ai dit vraiment après. Il m'a dit, tu m'as menti. Tu m'as menti. Il n'était pas content. Et après, il m'a dit, mais tu sais, si tu me l'avais dit dès le départ, en fait, je t'aurais pas donné l'heure. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Préjugé? Ouais, préjugé. Préjugé. Il m'a dit, moi, les influenceuses, les filles de télé, c'est pas du tout mon truc. Bon, c'est pas plus mal, hein. Donc, du coup, j'étais trop contente quand je me dis, il m'a donné l'heure, finalement. Il m'a dit que j'étais pas comme les autres et que c'est pour ça qu'il a accepté de continuer de me voir. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 5 mois. 5 mois. Ouais. T'es amoureuse? Très. C'est arrivé rapidement, ce sentiment? Non, ça a pris du temps. Tu lui as exposé tes craintes? Tu lui as partagé tes peurs, tes démons? Je lui ai partagé toutes mes craintes, tous mes démons. Ça n'a pas été facile pour lui au début. D'ailleurs, il m'a beaucoup reproché d'avoir encore des cicatrices sur le fait que j'ai peur de certaines choses. Si j'ai pas de nouvelles de lui, j'ai peur. Donc j'essaye de régler ce petit souci. Bon, je suis pas folle, mais c'est que, par exemple, si le soir, il va avec ses amis manger chez des amis, il faut que je sache s'il est rentré. Sinon, je suis pas bien. Oui, tu as besoin d'avoir un petit message. C'est normal. C'est oui. normal. Oui. Mais c'est vrai que si je sais pas, si je suis pas au courant, je me mets à stresser. Surtout si je suis seule à la maison, je commence à stresser. Non pas de me dire il est avec une fille, c'est de me dire qu'est-ce qu'il fait, où il est, est-ce qu'il a pas eu un accident, est-ce que voilà, c'est plein de questions si je sais pas. Surtout quand on connaît ton parcours et ton histoire. Oui, exactement. Voilà. Parce que je tiens à lui et du coup j'ai peur de le perdre. Vous vivez ensemble? Pas encore. Pas encore, c'est en projet? C'est en projet, on prévoit peut-être de vivre ensemble à la fin de l'été ou au milieu d'été. Et tu as expliqué aux médias Télé Loisirs que la production de Marié au premier regard avait voulu t'avoir avec ton nouveau chéri pour leur émission La vie d'après, qui est diffusée juste après l'épisode inédit de Marié au premier regard sur M6. Au début, il me voulait pour marier seconde chance. J'avais accepté, mais juste avant de faire la vidéo qu'il me demandait pour essayer de rechercher des hommes sur Instagram, comme quoi j'étais à la recherche de quelqu'un. Ah, Cécile, elle le fait? Oui, voilà, Cécile le fait. Au moment où ils m'ont demandé la vidéo, je venais de le rencontrer. On était sur notre 2e rendez-vous et je me suis dit, il faut que je sois honnête avec la production parce que comme je l'aime bien, cette personne, je peux pas jouer sur 2 tableaux là. Donc j'ai dit à la production, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, je vais pas pouvoir continuer parce que j'ai vraiment envie de donner une chance à cet homme parce que si je le fais pas, ça se trouve, je rate quelque chose. Et en fait, j'ai eu raison. Ils étaient très contents pour moi. Et du coup, ils m'ont dit, mais attends, on te veut pour la vie d'après avec lui. J'ai dit, écoutez, ça fait pas longtemps que je suis avec lui, donc je vais pas passer à la télé avec mon copain si dans l'année prochaine je suis plus avec. Ça sert à quoi? À rien. Et même, je veux le protéger, je veux nous protéger. Pour l'instant, vivons heureux, vivons cachés. Il paraît que tu leur as dit, laissez-le tranquille. Ils m'ont demandé 4 fois à peu près. Ils ont même demandé la vie d'après. On a fait un week-end avec tous les gens de Marié au premier regard. Enfin, pas tout le monde, mais
ceux qui étaient disponibles, ceux qui étaient en communication avec Marlène de Mariée au premier regard 3. Ils ont même envoyé un message à Marlène pour lui dire « Tu peux demander à Alicia si elle peut ramener son chéri au week-end de Mariée au premier regard. Non. Oui, il y avait cette curiosité. Oui. Après, c'est mignon, je leur en veux pas, hein, ils sont contents pour moi. Mais de toute façon, toi, tu es très clair hein, dans ta pensée, puisque tu as dit pour lui, c'est pas maintenant, ni en 2025. On verra en 2026. Il n'est pas tellement fermé, mais il est effrayé quand même. Oui, il m'a verbalisé début janvier qu'il était effrayé. En fait, quand Aquabeb a posté le fait que c'était un jeune homme qui était très beau, qui faisait du sport, et que je lui ai dit, punaise, il a vu ton compte Instagram, il n'a pas dormi de la nuit. Et le lendemain, il m'a dit, je suis effrayée. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ok, bon, t'es effrayée, me dis pas que t'es prêt dans 2-3 mois parce que tu le seras pas, et je veux pas que tu me redises que t'es effrayée, donc on va attendre. Et est-ce que vous parlez d'enfants? Parce que moi, je t'ai entendu parler d'enfants sur tes réseaux sociaux. T'expliques que tu as ce désir de devenir maman. Oui, alors d'abord, j'aimerais congeler mes ovocytes parce qu'on sait jamais, hein, tu sais, on sait pas dans la vie ce qui peut arriver. On peut rompre du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Maintenant, pour telle et telle raison, on rompt facilement dans la vie. Hein. Pourquoi vouloir congeler tes ovocytes? Je me souviens, c'était Nadège Lacroix qui m'avait dit, comme elle avait des difficultés avant de devenir maman, qu'elle voulait le faire. Alors déjà, la raison, c'est que comme j'ai une santé fragile, j'ai peur plus tard de peut-être pas avoir des ovocytes assez parfaits. Et c'est surtout que je sais pas de quoi est fait la vie, si je vais rester avec mon homme ou pas par la suite. Donc on sait jamais, je préfère les congeler. Quitte à faire un don d'ovocytes, au moins ils sont congelés et je pourrais les utiliser soit pour moi, soit pour quelqu'un. Tu sais quelles sont les étapes? Comment on congèle ces ovocytes? Oui, alors d'abord on va chez notre gynéco. Moi c'est mon gynéco qui m'en a parlé, hein, qui m'a dit l'année dernière, vous avez 31 ans, il faudrait peut-être y penser si vous n'avez pas de relation encore. Donc, il m'a ça fait fout la pression. Hein. Ouais, il m'a foutu la pression. Donc je lui ai dit ok, je vais le faire. On fait une prise de sang hormonale et après, si la prise de sang est ok, on prend contact avec un hôpital qui fait la congélation ovocytaire. On a le rendez-vous, on fait d'autres tests et après, on a la période de rétractation et d'autres rendez-vous pour faire la congélation ovocytaire avec des injections d'hormones. Et tes ovocytes, ils sont donc gardés dans une sorte de congélateur fait exprès? C'est ça. Autant de temps que nécessaire? Oui. Ça prend 1 an, la demande. À partir du moment où tu l'as fait là, par exemple, ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Et par contre, ils peuvent être conservés ad vitam aeternam? Alors ça, il faut que je me renseigne parce que je ne crois pas. Je crois qu'il y a un moment où ils ne peuvent pas les garder éternellement. Et t'expliquer que si tu devais porter un enfant, tu ne pourrais pas accoucher par voie normale, que ce serait uniquement par césarienne. Oui, je ne peux pas accoucher par voie basse pour plusieurs raisons. Il y en a 3, carrément. Première raison, c'est que j'ai le bassin qui est complètement décalé parce que j'ai une fracture déplacée au niveau de l'aile iliaque gauche. Deuxième raison, à cause du fait que j'ai eu des hernies et des problèmes. Moi, j'ai eu une perforation des intestins dans mon accident. Donc là, il y a un risque que ça se déchire, mes intestins. Déjà, j'ai un risque d'hernie pratiquement à 100% quand je vais être enceinte. Et aussi pour mon dos, car j'ai une prothèse. Ah, d'accord. Voilà. Donc le fait de... Déjà, j'ai pas le droit de pousser. De base, même pour aller aux toilettes, j'ai pas trop le droit de pousser, il faut que ça vienne tout seul. D'accord. Donc c'est ça, et écoute, c'est pas grave, hein. Moi c'est césarienne, je fais aucun effort. Je suis habituée aux opérations, donc pour moi c'est tranquille, et la pachole elle reste tranquille. Vous en avez parlé avec le chéri de tout ça? Oui. Il sait quel accompagnement, il est prêt à être là Ouais, pour t'accompagner dans toute cette épreuve? Je lui ai même dit que moi, ma grossesse, ce sera une grossesse pathologique, et qu'à un moment donné, il faudra que je reste allongée, parce qu'avec la prothèse... ça va être compliqué, mais moi, je suis prête à ça. J'ai hâte d'avoir des enfants. D'ailleurs, je lui ai dit que moi, j'aimerais bien enclencher la chose peut-être l'annais prochaine. Ouais. Il m'a dit mollo, on attend. Mais je vais le booster un peu. Si on est encore ensemble l'année prochaine, je vais le motiver. Tu penses que tu seras quel genre de maman? Alors, je pense que je serai une bonne mère, qui aura quand même peur un peu pour son enfant dès qu'elle aura... il ou elle aura un problème. Mais je pense que je serai quelqu'un qui donnera vraiment une bonne éducation à mon enfant. Et alors, rien à voir, mais tu as passé un coup de gueule, j'ai vu aussi, vu qu'on parle de tes réseaux sociaux, sur les influenceurs qui achètent leurs abonnés. Oui, parce qu'à chaque fois, on me propose, sur Instagram, j'ai des comptes là, qui me proposent d'acheter des abonnés. Mais en fait, pour moi, c'est tricher, parce qu'à partir du moment où on est influenceur, on est créateur de contenu, c'est un métier. Donc ça veut dire qu'on triche, que c'est
En fait, c'est pas bien pour les marques. Les marques, elles te font confiance pour faire de la pub à tes abonnés réels, donc des personnes qui sont derrière un écran, des humains. Donc acheter des abonnés, ça veut dire que toi, tu vas prendre l'argent de la marque, les produits, mais les gens qui vont regarder, c'est des robots. À quoi ça sert? Donc moi, pour moi, c'est prendre la confiance d'une marque et tricher. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui font ça et c'est dommage. Oui, parce que tu as dit, je ne suis pas comme certains, je ne triche pas. D'ailleurs, ceux qui payent pour ça, on le voit, ça se voit sur votre feed et via un logiciel Bisou. Moi, j'avais envie de te demander si tu visais des anciens participants de Mariés au premier regard. Alors, je vise pas forcément des participants de Mariés au premier regard, je vise des influenceurs en général et parfois des influenceurs qui viennent comme ça. On regarde dans leurs abonnés. Si tu regardes leurs abonnés, tu cliques sur les abonnés, c'est pas des personnes réelles, c'est soit des IA ou soit des abonnés qui viennent même pas de France, avec 0 photo, 0 publication et 0 abonné. Tu parlais des marques, tu parlais des annonceurs. Tu as développé toi-même une marque de thé qui s'appelle AMT, je le dis bien? C'est ça. Ou on dit AMT? AMT, AMT. On le dit comme on veut. Et pour le coup, tu as expliqué que tu avais été victime d'une arnaque de la part de ton associé. Ouais, je me suis fait complètement escroquer, donc ça m'a fait beaucoup de mal l'année dernière. Ça s'est passé en début d'été dernier et tout l'été, ça m'a rendue complètement malade parce que je savais pas quoi faire. J'ai créé une marque de thé, donc AMT. J'ai acheté ma marque, donc elle est à moi. Et en fait, j'avais un associé qui a voulu travailler avec moi, qui m'a vendu ses mérites et qui travaillait d'ailleurs très très bien. J'étais très fière, très contente de lui, ça se passait très bien. La collab se passait bien? Voilà, la collaboration entre nous se passait vraiment très très bien. La marque a marché du début, malheureusement pas jusqu'à la fin, mais les clients rachetaient. Et j'étais ravie, les gens adoraient ça, j'avais des best-sellers, j'avais plein de projets pour la marque, il y avait même possibilité d'achat en pharmacie, j'étais en train de développer tout ça. Et en fait, en pleine montée, je suis tombée, quoi, parce qu'il ne m'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain, alors qu'on ne s'est pas disputé, il n'y a pas eu de conflit, rien du tout. Plus de nouvelles, il a changé de numéro de téléphone, il a arrêté d'envoyer les commandes, donc il y avait des personnes qui avaient acheté, qui n'ont jamais reçu leur colis, qui n'ont jamais été remboursés, parce que lui, il s'occupe de la partie logistique. Donc moi, je n'y avais pas accès. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me suis dit, mon Dieu, je crois que je me suis fait avoir. De là, je parle au grossiste qu'on avait pour le thé. Il me dit, mais tu sais, avant toi, il y avait une petite influenceuse qui avait à peu près 30 000 abonnés. Et au bout de 4 mois, il a tout arrêté avec elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je me demande si ce n'est pas la même méthode qu'il a utilisée parce que il y a des contrôles fiscaux et bizarrement, il s'arrête toujours 4 mois avant. Mais quel serait l'intérêt de développer une marque pour l'arrêter et plus jamais donner de nouvelles? Est-ce qu'il se prenait de l'argent au passage? Alors, il faut savoir que j'ai jamais touché aucune rémunération à MT parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, bah attends, moi je vais héberger AMT sur ma société le temps que tu fasses la tienne. Et au moment, moi, c'était en mai l'année dernière, en 2024, je lui ai dit c'est bon, je peux l'héberger, j'ai mon expert comptable, je le fais. À partir de là, il m'a jamais envoyé les papiers. Et je me suis rendu compte qu'en tapant sur son siret de sa société, AMT n'était pas du tout inscrit. Donc en fait, on vendait quelque chose qu'on n'avait pas le droit de vendre. Et c'est là que je me suis dit, punaise, moi, de mon côté, j'ai mal vérifié, abus de confiance. Je lui ai fait confiance. Et c'est pour ça qu'au final, moi, j'ai vu une avocate et un juge des commerces qui m'a dit, mais fais gaffe, parce que si tu portes plainte, si tu comptes aller au tribunal contre lui, toi, tu risques de ne plus pouvoir pratiquer pendant un certain temps. Lui, il prendrait gros pour escroquerie, abus de confiance. Mais toi, ce qu'on va te reprocher, c'est de ne pas avoir vérifié. Même les factures, quand j'ai regardé les factures clients, avec la juge des commerces, elle m'a dit, tu vois, la facture, là, elle n'est pas bonne. Elle est mal faite. Et là, je suis tombée des nues. Je me suis dit... en fait, je me suis sentie complètement débile. Et le message que j'ai envie de passer à tous ces influenceurs, c'est faites attention. Quand vous voulez lancer une marque, vous vous dites, ouais, c'est trop bien, je veux le faire. Mais déjà, couvrez-vous, renseignez-vous, parce que moi, j'ai été bête, je le dis, j'ai été totalement débile parce que je n'ai pas assuré mes arrières. Oui, c'est-à-dire lisez les contrats, faites un contrat, Ouais. vérifiez que tout soit fait en bonne et due forme, vérifiez la structure, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas une structure officielle pour héberger cette marque. Ouais, en fait, j'ai commencé les choses peut-être trop rapidement, et il m'a dit, t'inquiète, on commence comme ça, et après, on va faire les choses au fur et à mesure. Je me suis dit, ok, bon, on va commencer et faire les choses au fur et à mesure. Sauf que quand j'ai voulu faire les démarches, il n'était plus là.
Oui, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Et donc, du jour au lendemain, tu n'avais plus Du jour aucune au lendemain, nouvelle. je lui ai envoyé une lettre recommandée à son domicile pour que je puisse reprendre l'entièreté de la marque. Et oui. Parce que j'avais envie de continuer toute seule. Je m'étais dit, moi, je veux continuer, je veux travailler, donc je vais continuer toute seule et je vais faire tout ce qu'il faut, les démarches légales qu'il faut pour continuer. Et la lettre m'est revenue. Il ne l'a jamais acceptée. Il a changé de numéro. Son numéro n'était plus distribué. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai un problème. J'ai réussi à le contacter par mail pour avoir les stocks à MT, pour les récupérer, pour pouvoir envoyer aux personnes qui ont commandé, qui n'ont jamais reçu. Il m'a dit « Ok, mais du coup, c'est 20 € l'envoi. » Je lui ai dit « D'accord, allez, je te paye 20 € et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu vas me signer le fait que je ne veux plus qu'on travaille ensemble. Et c'est bon, on ne se parle plus. Et chacun sa vie, il n'y a pas de souci. On ne se reprochera rien. » Il a pris les 20 € et il m'a jamais rien envoyé. Oh, c'est incroyable. Même 20 €, quoi. Jusqu'à 20 balles, quoi. J'ai jamais rien touché pour AMT. Les clientes venaient de ma part. C'est moi qui ai fait la pub. C'est moi qui a mis... J'ai mis mon image, en fait, sur la marque. Les gens ont acheté parce qu'ils me connaissaient, qu'ils me faisaient confiance. Et c'est lui qui a empoché l'argent, en fait. Et qui t'a informé? Comment t'as commencé à savoir que les commandes n'étaient pas honorées? C'est les abonnés. Ils venaient me voir, ils m'ont dit « Mais c'est de l'arnaque. Ça fait tant de temps que j'achète, que j'ai acheté, que j'ai pas reçu. J'ai fait un concours en février l'année dernière. Au mois de mai, la gagnante du concours, elle avait jamais reçu. » Et moi, je me suis sentie mal. Ça m'a rendue malade. Je suis quelqu'un qui travaille... je veux que les choses soient carrées. Je veux satisfaire les clients. Et quand j'ai su ça, j'en étais malade, Sam. J'avais envie de vomir. Je crois même que le peu de stock qui te restait, t'envoyais toi-même les colis pour essayer d'honorer au maximum. Mais très rapidement, t'avais plus rien. J'avais un stock pour la communication et l'influence. Parce que moi, je m'occupais de toute la partie commerciale, influence et démarchage. Donc, j'avais un petit stock. Et j'ai envoyé, mais j'avais même pas assez pour la gagnante du concours. Je lui ai dit que j'étais navrée et que je pouvais pas lui envoyer. Elle a compris parce que je lui ai tout expliqué en privé ce qui s'était passé parce que je vais pas non plus déballer tout mon linge sale en public et je lui ai expliqué. Et heureusement, j'ai eu des abonnés qui étaient très compréhensibles. Elles ont compris et merci d'avoir compris, quoi, parce qu'elles auraient pu se retourner. Elles auraient pu. Et concernant la musique, on en avait parlé lors de notre première interview. Tu avais sorti un single qui s'appelle Avis. Tu as été signé d'ailleurs chez Universal. Oui, Universal. Et en fait, c'est Universal et une autre production qui travaillent ensemble. Et je devais faire un deuxième single. Donc, je l'ai travaillé tout le mois de septembre-octobre. J'ai fait mon pré-studio et en fait, la production m'a envoyé une autre version qui ne me plaît pas du tout. Donc, je leur ai dit que ça ne me plaisait pas. Ils m'ont dit « il faut que tu la travailles ». Et je leur ai dit que ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, pour l'instant, comme on n'est pas d'accord, on est en stand-by. C'est dommage parce que j'aimais vraiment cette version. C'était une chanson d'amour tellement jolie, d'actualité en plus dans ma vie actuelle. Tu parles de quoi dedans? C'est en gros un amour, un coup de foudre qu'on vient de rencontrer. Enfin, c'est une femme amoureuse qui parle. Il n'y a que lui qui compte. On est ensemble dans la ville et on voit les lumières et les étoiles et on est fou amoureux. Enfin, ça parle de ça, quoi. Et qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce retravail du morceau par la maison de disques? Le retravail de cette musique était trop, pour moi, elle est trop... j'ai l'impression que... Comment t'expliquer? C'est une chanson avec on dirait on est dans la galaxie, dans les étoiles, je sais pas comment t'expliquer. Et ça retire toute la romance de la musique. C'est-à-dire qu'ils ont mis peut-être trop d'effets? Trop d'effets. Et moi, j'aime beaucoup quand c'est de l'instrumental. J'ai fait du piano pendant 7 ans. J'aime beaucoup toutes les musiques, tous les instruments, la guitare, le piano, le violon. Et moi, j'aime quand on entend les vrais instruments. J'aime pas quand c'est trop électronique. Et là, pour moi, il y avait trop d'effets. J'aimerais que tu me parles aussi de cet ouvrage, ce bouquin Ouais. considéré par beaucoup comme une petite pépite. Tu en es l'autrice, Alicia Mahé. Il s'appelle « Respire encore, le souffle de la résilience ». Comment est né ce projet? J'en suis très fière. Ça, c'est un accomplissement personnel. C'est vrai que je mets mes marques un peu partout, là, Sam, mais ça, c'était quelque chose que j'ai commencé déjà en 2015, quand j'étais en rééducation, que je commençais à reprendre de l'énergie. J'avais besoin de retirer tout ce que j'avais dans ma tête parce que forcément, tu racontes ça à ta famille, au psychologue, au psychiatre, mais pas dans les détails. J'ai pas envie de raconter dans les détails ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et donc, j'ai tout mis sur mon ordinateur à l'époque quand j'étais hospitalisée. Et finalement, quand j'ai repris mes études et que j'étais infirmière après par la suite, j'avais plus le temps d'écrire. C'était un exutoire pour moi. Et quand j'ai fait Mariée au premier regard, que j'ai vu à quel point les gens étaient
très intéressés par ce qui s'était passé dans ma vie, mais aussi ils ont besoin de conseils. Beaucoup de personnes s'identifient à moi. Je me suis dit, mais Alicia, il faut que tu le finisses, ce récit de vie. Il faut que tu témoignes ce que tu as vécu et comment tu as fait pour arriver à être la femme que tu es aujourd'hui. Et je me suis dit que ça pouvait aider beaucoup de personnes. Et je l'ai continué. À partir de là, j'ai eu du mal à me replonger dans mon passé. Donc, j'ai engagé une coach en écriture pour pouvoir m'aider à faire la structure de mon livre, à quel moment je change de chapitre, je suis un peu perdue, à quel moment je fais ça. Et j'ai commencé à travailler même pratiquement des nuits blanches pour écrire ce récit de vie. Je me devais de le faire et de le finir et j'en suis fière. Aujourd'hui, il fait un carton et je ne m'attendais pas à avoir des retours aussi positifs. J'en suis très contente. Tu communiques notamment ta propre définition de la résilience. Oui. Tu es bien placée pour le savoir. Ouais. C'est quoi ta propre définition de la résilience? Alors, ma propre définition de la résilience, je l'écris sur toute une page. Pour moi, ce n'est pas seulement se battre contre une maladie, contre la vie, contre un drame qui nous est arrivé ou contre une altercation. C'est aussi pouvoir se dire il y a pire dans la vie, donc je peux y arriver. C'est aussi pouvoir se dire ok, hier j'étais pas bien, mais aujourd'hui là je suis debout et je suis contente. Aujourd'hui je suis au restaurant ou je suis à la plage, je bronze, ça fait du bien. C'est la gratitude. Voilà, la gratitude, pouvoir se dire que le positif aussi attire le positif. Plus tu vas voir négatif, plus tu vas attirer du négatif. C'est pas que se battre, c'est aussi se dire que demain sera un jour meilleur. Tu évoques également la bienveillance d'une relation entre un soignant et une soignée. Oui. Pourquoi? Alors, la maltraitance existe malheureusement un peu trop dans le milieu hospitalier. On peut tous le voir en tant que patient, mais aussi, moi je l'ai vu en tant qu'étudiante, ouais. Et je l'ai vu aussi en tant que patiente. Ouais. J'ai eu de la bientraitance et de la maltraitance. Et là, je me suis dit, quand même, ça impacte beaucoup le patient, la maltraitance. Il faut que je mette ce que j'ai vécu. Et il faut que je raconte aussi ce que c'est la bientraitance. C'est important aussi de montrer à quel point ça fait du bien, à quel point ça aide un patient à avoir envie de se battre pour sa santé. Donc, je note tout ça et je note aussi à quel point j'écris, à quel point c'est important qu'une infirmière puisse donner un minimum de son temps à un patient. Tu n'as peut-être pas le temps parce que tu n'as pas assez de personnel dans ton équipe, mais parfois ça prend 2 secondes. Un regard, une main tendue, ça prend 2 secondes. C'est quoi la maltraitance dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier? Moi, j'ai eu un exemple, peut-être que je pourrais te le partager dans quelques instants. Tu me diras si tu considères que c'est une forme de maltraitance. Mais vas-y, dis-moi. C'est vrai? Ok. Alors, tout bête, j'ai eu rendez-vous il y a 2-3 semaines chez un spécialiste, un ORL. Voilà. Ça a duré 4 minutes, montre en main. J'avais rendez-vous à 17h30, j'étais dehors à 17h34. Je n'ai eu aucune explication malgré les questions que j'essayais de poser. J'essayais de comprendre mon ordonnance, que je ne comprenais pas à quel moment je dois prendre tel médicament, pourquoi il était déjà debout à me dire au revoir. Je sentais que je le faisais chier. Je me suis senti dépourvu de tout ce pourquoi j'étais là, alors que j'attendais ce rendez-vous depuis des semaines. Et on sait que c'est long, certains rendez-vous chez les spécialistes. Est-ce que c'est une forme de maltraitance, de non-considération? C'est de la non-considération, mais c'est aussi une forme de maltraitance. Parce que tu n'as pas compris. À ce moment-là, tu t'es senti incompris, tu as manqué de temps, tu n'as pas eu d'explication, tu n'as pas eu la réponse à tes questions. Donc oui, c'est une forme de maltraitance. Mais ça, j'ai l'impression, pour avoir parlé avec d'autres personnes, que ça arrive régulièrement. Oui. Après, tu as la maltraitance violente. On ne parle pas assez des maisons de retraite. Les maisons de retraite, c'est pire. C'est là où il y a le plus de maltraitance. La maltraitance, c'est même parfois 2 soignants qui se disputent devant toi. Toi, tu n'as rien fait, ils se disputent, mais toi, ça t'angoisse, c'est anxiogène. Ça s'appelle la maltraitance. Oui, après, là, il y a bien pire que de la maltraitance aussi, il y a des abus. On en entend beaucoup bien parler sûr. aujourd'hui dans les médias. Pire. Des médecins qui profitent d'anesthésie générale, des chirurgiens qui profitent d'anesthésie générale pour abuser de leurs patientes et de leurs patients. J'en ai entendu parler. Je ne comprends pas à quel moment on peut être médecin et faire ça. Quoi. Ça me dépasse. Donc tu parles en tout cas de cette notion de maltraitance dans le milieu médical et cette notion de bientraitance, et tu as raison, c'est important de le dire aussi, parce que parfois il y a des gens super, et souvent, heureusement, qui existent. Ça t'a donné envie d'écrire un second ouvrage? Alors beaucoup de personnes me demandent un 2e livre, alors ça, je ne m'y attendais pas. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à écrire, et je me pose des questions sur pourquoi pas en écrire un 2e. Pas cette année, parce que tous mes moments personnels ont été dédiés à l'écriture l'année dernière pour absolument le finir. Donc cette année, je vais
rester tranquille et peut-être l'année prochaine pouvoir penser à une suite. Sur quel thème? J'ai plusieurs idées. Alors, j'ai une idée un peu plus banale, c'est sur mon hygiène de vie par rapport à mon handicap, mes handicaps invisibles. Oui. Ça, c'est un peu plus banal. Et après, j'avais pensé à une vraie suite, mais c'est-à-dire, ce ne sera pas maintenant, ce sera raconter le jour où voilà, je suis enfin mariée, j'ai enfin eu des enfants, raconter comment s'est passé ma ou mes grossesses avec ma santé, ce que j'ai pu subir encore au niveau de ma santé par la suite et les futurs combats que j'ai menés, avec un peu plus de précision sur la femme que je suis aujourd'hui, parce qu'on m'a dit que je ne précisais pas assez, je ne donne pas assez de détails sur la femme que je suis aujourd'hui à 30 ans, sur ce que je fais de ma vie aujourd'hui. Il y a eu un avant, tu penses, mariée au premier regard, et un après, mariée au premier regard Bien pour sûr. toi? Ah, complètement. Avant mariée au premier regard, j'étais une femme timide et discrète dans sa vie. Et depuis mariée au premier regard, en fait, je m'exprime. Et ça me fait du bien. Et ça te va bien, Merci. surtout. Merci Alicia Mahé pour Merci à cette toi. interview partagée ensemble. Alicia, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Alicia Mahé Off. C'est ça. Ton compte TikTok, c'est Alicia-MAPR6. Oui, Je vais continuer à te suivre de très près. merci. Ma communauté aussi, en tout cas ceux qui sont en train de te regarder aujourd'hui, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous toi. de nous avoir suivis. Le livre d'Alicia, il est disponible Sur Amazon, sur Amazon. pour l'instant. Respire encore, le souffle de la résilience. N'hésitez pas à vous plonger dedans vous aussi. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous, ou j'en perds mon iPad, et de vos proches. Bye bye, je vous aime.